Et voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence au soir pour cette conférence, cette deuxième conférence du professeur Eekhout sur l'Empire Inca et évidemment la liaison directe avec notre voyage au Pérou. Je ne sais pas s'il y en a, je pense bien, qui étaient à la première conférence entre vous. Je ne sais pas qui était là. Voilà, quelques doigts se lèvent. Eh bien, donc c'est le tome 2. Je remercie le professeur Eekhout. Merci Peter. Je vous donne aussi rendez-vous mercredi dans le soir parce que donc il y a notre nouveau. Je pense que on en a reçu très peu. Ça vient d'être imprimé cette nuit. Donc celui-ci, vous le retrouvez mercredi dans le soir avec une sélection de nouvelles destinations 2026. 1, 2. Donc, nouvelles destinations de 2026, plus celles qui sont encore en cours en 2025. Peter Eekhout. Merci Peter. Donc, docteur en philosophie et lettres, professeur à l'ULB, au département donc, Histoire de l'art et archéologie, spécialiste des civilisations précolombiennes. Qui fallait-il de mieux pour nous présenter les mystères des Incas et directement donc, les liaisons avec notre voyage au Pérou qui est programmé en 2026. Merci Peter d'être là. Donc n'hésitez pas, il y aura une question-réponse après cette présentation. Et au niveau du voyage, si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. Merci, à toi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, pour celles et ceux qui peut-être étaient là la fois passée, donc ici c'est la partie numéro 2. Dans la première partie, j'avais introduit le contexte général, géographique et autres, et expliqué que les Incas, dont je vais parler exclusivement ce soir, avaient été précédés par toute une série d'autres cultures dont ils étaient les héritiers. Et j'avais également esquissé l'organisation sociale des Incas ainsi que l'une des cérémonies les plus spectaculaires, la Capacocha, donc le sacrifice humain d'enfants sur les sommets enneigés. Aujourd'hui, je vais me calmer un petit peu par rapport à ça et je vais plutôt m'attarder sur ce qui, du point de vue archéologique évidemment et du point de vue des visites que celles et ceux qui accompagneront le Soir Voyage au Pérou pourront faire, ce que l'on peut y voir en fait, et notamment l'art mobilier, c'est-à-dire, vous allez le voir, hein, tout ce qui concerne les objets, les artefacts qui ont été fabriqués par les Incas et dont il reste pas mal d'ailleurs dans les musées, notamment le musée de Cusco, et bien sûr l'architecture, hein, qui est vraiment la marque de fabrique la plus fameuse de la civilisation Inca. Et justement, cet art mobilier, c'est par ça que je vais commencer, avec là à gauche, en grand, une céramique qu'on appelle Haribal, ce qui nous rappelle d'ailleurs que les premiers archéologues au XIXe siècle à s'intéresser à la culture inca et à ses productions matérielles, justement, étaient baignés d'une culture antique, classique, traditionnelle. L'Haribal est une forme que l'on trouve également, une forme très semblable en fait, que l'on retrouve également dans le bassin méditerranéen, en Grèce antique, et c'est la raison pour laquelle on a donné ce nom à ces jarres ovoïdes à base pointue avec deux anses verticales qui servent à porter. Un peu plus loin, je vais vous montrer une céramique inca avec un personnage qui porte ce type de grande jarre. Et un grand col, hein, il était destiné, ce type de récipient était destiné à contenir de la chicha, c'est-à-dire de la bière de maïs, qui était consommée en grande quantité lors des fêtes et des rituels. Et même si l'image est malheureusement un peu petite, j'espère que vous pouvez apercevoir cette iconographie, hein, ces peintures là en l'occurrence sur le vase, et puis d'autres motifs sur l'ongku, sur la tunique de laquelle je vais parler juste après.
Une iconographie géométrisante, répétitive, basée sur un nombre restreint, en tout cas sur la céramique, de couleurs, hein, puisqu'on est dans du rouge, du blanc, des tons violets parfois, un peu d'orangé, un peu de jaune, et puis ça s'arrête là. Et puis surtout, comme vous le voyez, on a ces carrés sur pointe ou losanges imbriqués les uns dans les autres, qui alternent avec des carroyages, et puis des rangées de triangles noirs et blancs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est assez hermétique comme image. On a effectivement pas mal de difficultés encore à percer la signification, parce qu'il ne s'agit pas de simple décoration, bien sûr, il y a des signifiants là-bas derrière, et les historiens de l'art inca en débattent amplement. Par exemple, en haut à droite, vous voyez, ça c'est une tunique inca qu'on appelle un unku, qui est assez grand, avec une ouverture pour la tête, puis 2 ouvertures pour les bras de part et d'autre. Et sur le champ, et à peu près au niveau de la taille, lorsqu'il est porté, vous voyez qu'on a des petits motifs quadrangulaires à l'intérieur desquels se trouvent des signes, eux aussi géométriques, parfois représentant des personnages ou des animaux schématisés. C'est ce qu'on appelle des tokapu. Et donc on en trouve tant sur les vêtements, sur certains vêtements, sur les plus beaux vêtements évidemment, ceux qui étaient portés par les élites et par le roi, et également sur la céramique et sur d'autres objets. Alors on s'interroge toujours sur la signification de ces tokapu. Les recherches ont mis en évidence qu'il ne pouvait pas s'agir d'une écriture, pour des raisons qui sont un peu longues à expliquer ici, mais la structure même, le nombre de signes, la manière dont ils sont agencés ne correspond à aucune forme d'écriture connue. Donc on peut évacuer cette possibilité. En revanche, là encore, il y a quelque chose de signifiant. Diverses hypothèses ont été proposées, notamment sur base de comparaisons avec l'ethnographie, d'autres avec l'ethnohistoire. Donc on est toujours un petit peu à s'interroger quant à la signification de ce type de décoration. Et puis, outre les textiles, celui-là, au passage d'ailleurs, est un exemple particulièrement remarquable, et il est en laine, et en laine de kumbi. Le kumbi, c'est l'alpaca bébé, c'est la laine la plus fine, mêlée du coton le plus précieux. Et évidemment, ces vêtements n'étaient pas portés par tout le monde, hein. Ils étaient portés par les personnages les plus importants de l'Empire, ou éventuellement destinés à servir d'offrande aux divinités, et ils étaient à cette occasion brûlés. C'est ce que les conquistadors et les chroniqueurs nous rapportent en tout cas. Donc il y a une quantité importante de ces vestiges qui ont disparu, et également dans la région Inca, enfin le cœur de l'Empire à proprement parler, puisqu'on est là du côté de 2500 à 3000 mètres d'altitude, dans une région où il pleut assez considérablement, et donc la taphonomie, les facteurs de conservation des objets, elle est assez mauvaise, et la plupart des objets en textile, par exemple, que l'on peut aujourd'hui admirer dans les musées, au Pérou ou ailleurs, hein, on a une superbe section Amérique ici au musée du Cinquantenaire, où vous pouvez voir des objets Inca. Ceux-là, ils ont été, pour les textiles par exemple, qui sont fragiles, découverts dans les tombeaux sur la côte. La côte qui est plus aride, beaucoup plus sèche, avec des températures sous le sol qui sont assez constantes. Et donc ça, à l'inverse de ce que l'on peut voir dans la montagne, ça permet la conservation de ces objets. Donc, nombreux textiles qui sont parvenus jusqu'à nous via les fouilles de ces tombes, et également des objets en pierre, puisque les Incas au départ sont des montagnards, même si leur empire va s'étendre sur de nombreux écosystèmes et biotopes différents. Et donc, dans la montagne, la pierre ne manque pas, évidemment. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est aussi au musée de Cusco. C'est un mortier taillé dans un bloc de pierre à la forme d'un poisson stylisé. Et on a ainsi beaucoup d'objets qui nous sont parvenus. Ceux en pierre, là, pour le coup, ils résistent à tout. Alors, il y a toujours dans les textiles des choses assez diverses. Celles qui participent, on va dire, de l'habillement ou des accessoires, comme en haut à droite, cette petite chuspa, en quechua, la langue utilisée par les Incas, ça veut dire bourse, hein, et donc c'est une petite bourse que l'on portait en bandoulière, que l'on retrouve aussi sur les momies, et qui contenait des feuilles de coca ou d'autres petites plantes ou objets. En tout cas, c'est ce que l'on y trouve lorsqu'on les découvre en fouille. Vous voyez qu'elle est particulièrement colorée, hein, les couleurs sont très très bien conservées. Et puis en bas à gauche, vous avez une fronde,
puisque les frondes, les pierres à fronde, c'était l'une des armes les plus utilisées par les guerriers incas qui se montraient vraiment extrêmement habiles au jet de fronde, comme les Espagnols ont eu l'occasion de l'expérimenter, et ils nous le rapportent d'ailleurs. Et puis, en haut à gauche, ce que vous voyez, c'est un quipou. Donc, c'est une grande corde principale avec une série de cordons qui en pendent, et parfois, vous avez ainsi plusieurs ramifications de cordes subsidiaires. Et les petits points que vous pouvez apercevoir, ce sont des nœuds. Ces nœuds sont disposés à différentes hauteurs et ont différentes formes, nombre de tours par exemple autour de la corde principale. Et la conformation des nœuds et leur position a une valeur numérique. Ce qui veut dire que, je la fais courte ici, mais enfin, ce que vous avez là sous les yeux, en fait, c'est un livre de compte, en quelque sorte. C'est un système utilisé par les Incas pour enregistrer des quantités de nombres entiers et positifs. Ça, c'est quelque chose que l'on a compris depuis assez longtemps, et il existe à peu près, enfin un peu plus d'1 millier de quipous entre musées et collections à travers le monde. Et donc, on est à même de pouvoir donc déchiffrer les quantités qui se trouvent enregistrées sur ces quipous. Malheureusement, dans l'immense majorité des cas, on ne sait pas à quoi ces quantités renvoient. Parce que les conventions qui existaient, évidemment, dans l'Empire Inca et qui permettaient à ces quipous de voyager, d'être portés par les messagers jusqu'au Cusco, depuis les centres secondaires, etc., ces conventions-là, ces conventions générales ont malheureusement été perdues. Il existe encore des populations qui utilisent le quipou. Si vous allez du côté du lac Titicaca, en Bolivie, dans les hauteurs du Lurín, au Pérou, dans d'autres régions encore, on peut voir des populations traditionnelles qui utilisent le quipou et qui utilisent toujours cette façon d'enregistrer des nombres avec des nœuds, mais elles ont des conventions régionales particulières et différentes les unes des autres. Donc, le code uniforme qui vraisemblablement existait dans l'Empire Inca, on ne l'a pas encore découvert jusqu'à présent. En revanche, dans certains cas exceptionnels, et là une fois encore c'est grâce à l'archéologie, on a pu retrouver ces quipous associés à des contextes qui sont évocateurs. Par exemple, je pense à une vallée du sud du Pérou où on a retrouvé des quipous proches d'entrepôts. Et donc là, on a pu faire le rapport avec ce que contenaient les entrepôts, en tout cas les vestiges que les archéologues ont pu mettre au jour, et ainsi imaginer, projeter, interpréter la manière dont les quipous avaient été utilisés. J'en ai trouvé moi-même à Pachacamac également, à proximité d'entrepôts. Malheureusement, ils s'étaient trop abîmés que pour pouvoir être déchiffrés, mais c'est en l'espèce, via ces découvertes archéologiques, que l'on peut espérer peu à peu comprendre la fonction plus exacte que pouvaient avoir ces quipous pour les Incas. Il existe aussi une partie de ces quipous qui se présentent de la même façon, mais n'ont pas de nœud, si ce n'est que les cordelettes présentent des couleurs et des matières différentes, en poils de tel ou tel animal, etc. Et les recherches les plus récentes, c'est vraiment ces quelques dernières années, et assez convaincantes du reste, mettent en évidence l'idée qu'il pourrait s'agir d'une proto-écriture, ce qui est complètement révolutionnaire dans le domaine des Incas, puisque c'est sans doute peut-être la seule, une des très rares grandes civilisations de la planète qui, jusqu'à présent, on sait qu'elle n'avait pas connu l'écriture. Là, il y aurait, semble-t-il, une partie, en tout cas donc, de ces quipous, ceux dont je vous parlais à l'instant, qui était à même d'enregistrer des voyelles et des syllabes, et donc reproduire le langage parlé, ça s'appelle une écriture, si ce n'est que, bien entendu, ici, le support est tout à fait unique au monde, puisque ce sont des cordelettes, et en l'occurrence, il n'y a pas de nœud, mais des formes et des couleurs spécifiques. Donc là, ma collègue Sabine Hyland à l'université de St. Andrews ou mon collègue Medrano à l'université de Harvard sont en train d'essayer de déchiffrer davantage que ce que l'on a fait jusqu'à présent ces quipous et ce qu'ils pourraient bien raconter. Et on va voir dans le futur si cela se confirme, ce qui serait vraiment exceptionnel. Et puis là, vous avez ce sympathique lama en métal, en feuille d'argent. Alors l'échelle est extrêmement trompeuse, bien sûr, puisque l'objet en réalité ne mesure que quelques centimètres de hauteur.
Si je le montre, c'est parce que, évidemment, dans l'imaginaire populaire, et ce depuis d'ailleurs la conquête espagnole et même avant, puisque en Amérique centrale, où ils se trouvaient alors, les conquistadors ont entendu parler d'un pays qui s'appelait le Pérou, où il y avait beaucoup d'or et de métals précieux, etc. Et c'est ce qui a, bien entendu, motivé au tout premier rang les conquistadors à se lancer dans ces périples extrêmement dangereux le long des côtes pacifiques. Mais donc cet or dont l'Empire Inca regorgeait, il n'en reste hélas pas grand-chose. Alors, d'une part, il faut aussi éclaircir un point qui me paraît important et qui pourrait surprendre. Les Incas eux-mêmes, dans leurs montagnes perdues là du sud du Pérou, avant qu'ils ne développent leur empire, ne connaissaient pas la métallurgie, ils ne la maîtrisaient pas. Et l'une des raisons des conquêtes a été justement de pouvoir racoler, ou en tout cas obliger à se déplacer les très bons artisans métallurgistes qui, dans d'autres régions des Andes, avaient justement maîtrisé cette technologie depuis fort longtemps. Donc les Incas étaient très friands d'objets en or, mais ils ne savaient pas les fabriquer eux-mêmes et il n'en reste que très très peu. Pourquoi? À cause notamment de ce passé. C'est plus qu'une anecdote, c'est un événement historique très connu, à l'époque où les Espagnols ont capturé l'empereur Atahualpa et qu'ils ont réclamé une rançon pour sa liberté. Eh bien, cette rançon consistait en pièces entières remplies d'objets en métal précieux, en or, en argent, etc., ou en alliage plus exactement. Ça, les Espagnols ne le savaient pas encore à ce moment-là. Et donc, promptement, on a envoyé des émissaires un petit peu partout dans l'Empire, dès la fin 1532. Et donc, on a arraché les plaques des temples, on a enlevé les bijoux et les différents objets qui se trouvaient dans ces mêmes temples, les bijoux des prêtres aussi et des prêtresses. Enfin bon, donc il y a déjà toute une partie qui, dès les premiers mois de la conquête, a été fondue en lingots. Et ça n'a fait que se poursuivre, évidemment, puisque les Espagnols n'étaient pas du tout intéressés par l'art inca, si on peut l'appeler comme ça, mais par la quantité de métal précieux qu'ils pouvaient en tirer, bien entendu. Donc il en reste très très peu. J'ai pu en montrer un exemple lors de la conférence passée, lorsque j'ai évoqué les sacrifices humains, puisque ces sacrifices de Capacocha et ces jeunes victimes qui sont ainsi mortes de froid et congelées pendant des siècles au sommet des montagnes enneigées, eh bien, elles étaient accompagnées d'offrandes, dont des petites figurines anthropomorphes en or, en argent, en alliage, qui avaient été fabriquées pour l'occasion. Et ça, ce sont les quelques rares objets en contexte archéologique que l'on retrouve pour ce qui regarde les Incas, parce que pour le reste, je fouille au Pérou depuis plus de 30 ans, alors oui, j'ai trouvé des tombes Incas et quelques vestiges d'objets en or, mais très 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 peu, alors même que leur réputation est tout à fait l'inverse, bien entendu. Alors, on a... Voilà. Voilà rapidement pour les objets. Je pense que lors du voyage que vous ferez au Pérou, vous aurez l'occasion de visiter les musées, ou l'un ou l'autre en tout cas, et de pouvoir les admirer par vous-même. Les Incas sont cependant surtout connus pour leur architecture et leur ingénierie en réalité. Parce que cette architecture, je vais vous montrer les bâtiments après, bien entendu, mais elle s'illustre aussi par la manière dont ils ont littéralement sculpté, anthropisé, on dirait en archéologie, mais transformé le paysage alentour, notamment à des fins agricoles. Et ici, on se trouve dans le site de Moraï, qui, je crois, est prévu dans la visite. Je feuilletais le catalogue tout à l'heure et il me semble que Moraï est sur votre circuit. Donc on est dans la vallée sacrée, la vallée de Vilcano Taurubamba, et comme vous pouvez le voir, là ce sont des terrasses circulaires, concentriques, et d'autres qui s'étalent comme ça sur le flanc des montagnes et des collines environnantes, et qui font montre d'un soin particulièrement grand. Et on a ainsi, dans cette vallée sacrée, dans d'autres parties des Andes, des sections entières de montagnes qui ont été transformées en terrasses agricoles. Ici, c'était pour faire pousser du maïs en l'espèce. Donc, un grand déploiement d'énergie et de savoir-faire pour ces terrasses, et a fortiori aussi pour l'architecture. L'architecture impériale inca, l'architecture en pierre,
il n'y avait pas que de l'architecture en pierre. Il y a aussi l'architecture en d'autres matériaux, notamment en terre crue, etc. Mais je n'ai pas le temps de l'aborder ici. Et comment vais-je dire, la trademark, la marque de fabrique, la marque de reconnaissance des Incas, c'est vraiment cette grande architecture en pierre. Donc, il me paraissait intéressant de me focaliser là-dessus. Elle a fait, comme on dit, couler beaucoup d'encre, notamment en ce qui concerne les techniques de fabrication. Ce que vous avez derrière mon texte là, c'est une photo en gros plan que j'ai prise en dehors de tout autre contexte, que j'ai prise d'un mur d'une structure Inca de la vallée de l'Apurimac, voisine de la vallée de la vallée sacrée, du Vilcabamba. Et comme vous pouvez le constater, les pierres s'ajustent entre elles de façon tout à fait parfaite. Et tous les guides qui font visiter les sites Incas dans cette région, et déjà les conquistadors et les chroniqueurs au XVIe siècle, s'émerveillent du fait qu'on ne peut même pas glisser un couteau, nous disent les conquistadors, ou glisser une feuille de papier, nous disent les guides, entre deux de ces pierres, alors même qu'il n'y a aucun mortier qui les joint. Et donc, ils se sont émerveillés devant un tel prodige. Comment c'est possible ? Je vais vous l'expliquer, mais il faut aussi considérer toutes les contraintes que représente la construction de monuments gigantesques, de temples extrêmement grands dans des régions qui sont parfois fort reculées, escarpées, etc., dans une civilisation où on ne connaît pas d'animaux de trait, où il n'y a pas de machines, où, vu la topographie, la roue n'a aucune utilité, on n'a pas inventé la poulie non plus. Donc il y a quand même un fameux boulot au départ et tout un processus d'ailleurs à la fois d'étude des textes espagnols qui en parlent un petit peu, mais aussi d'archéologie expérimentale, qui peu à peu permet de comprendre la façon dont ils s'y sont pris, à commencer évidemment par l'extraction. Il y a des carrières de pierre, on ne trouve pas nécessairement de la pierre à proximité du site qu'on veut construire, et donc il est parfois nécessaire de la balader en quelque sorte. Il y a la question du transport, bien sûr, et puis cette fameuse question de la taille et de l'ajustement. Les historiens de l'art, par ailleurs, considèrent en fait une série classe, si l'on veut, l'architecture Inca, l'architecture de pierre, selon un certain nombre d'appareils différents, et je vais vous l'expliquer juste après. Un mot sur le transport. Donc, là encore, tout le transport se fait par traction humaine, ou éventuellement pour une partie du trajet, lorsque cela est possible, sur des barges. Avant que de pouvoir déplacer ces blocs plus ou moins gros, il faut les extraire de la carrière en question. Les Incas, comme je vous l'ai dit, ne possédaient pas de métal, ne maîtrisaient pas la métallurgie. Alors, ça, c'était la période pré-impériale. Par la suite, ils ont fait venir de bons artisans au Cusco et ils l'ont apprise peu à peu, ou ils les ont mis au travail plus exactement. Et on sait que vers la fin de la période précolombienne, donc alors que le XVIe siècle est déjà fort avancé, il y a toute une série d'expérimentations qui sont faites pour fabriquer des objets, ce qu'on appelle en bronze, si ce n'est que ce n'est pas un mélange de cuivre et d'étain comme le bronze que nous connaissons, sinon que c'est du bronze arsenical. Donc c'est un amalgame, un alliage un petit peu différent. Mais on est là à des stades un peu expérimentaux. Les outils qu'utilisaient et les paysans incas et la plupart des gens, y compris en l'occurrence les tailleurs de pierre, n'étaient pas des outils en métal, mais des outils en pierre, plus durs que la pierre qu'ils veulent tailler. La plupart des pierres qui sont utilisées, c'est de l'andésite, donc c'est une pierre qui se trouve notamment dans les Andes et aussi dans d'autres endroits, mais elle est nommée comme ça pour cette raison. Et la question de l'extraction a fait l'objet d'études in situ par plusieurs de mes collègues archéologues spécialisés dans ces questions. Donc pour détacher un bloc de la masse,
on utilise, semble-t-il, les lignes de fracture naturelles qui existent et on va les amplifier avec un marteau en pierre, et on va peu à peu, ainsi patiemment, creuser dans ces failles jusqu'à ce que le bloc se détache. Ou bien on va utiliser une technique que l'on retrouve dans d'autres civilisations qui ont utilisé l'architecture de pierre et surtout l'architecture de pierre monumentale, à savoir la technique des coins de bois. Que vous connaissez sans doute et qui consiste en fait à creuser de petits orifices alignés sur la paroi ou dans la partie que l'on veut détacher de la masse de pierre, et dans ces petits orifices, disposer des coins de bois que l'on va arroser, le bois va gonfler et ainsi faire éclater la pierre. Donc c'est un travail de patience, évidemment. Vous pourrez, si vous allez à Machu Picchu, lorsque l'on monte vers le quartier des temples, il y a une partie du site où se trouve la carrière en fait, de Machu Picchu, et on peut encore voir des traces de ces coins, enfin de ces techniques de coins de bois que je viens de décrire rapidement. Donc, voilà, les percuteurs, par exemple, ont pu être retrouvés sur certains lieux de travail, ainsi que le début, si l'on veut, du travail d'extraction avec des lignes de fracture qui ont été travaillées. Ce qui est assez fascinant aussi, il faut bien le dire, c'est que ici vous en avez un exemple de ces fameuses pierres fatiguées, comme ils les appelaient, à savoir que le programme architectural Inca, donc impérial pour les grands temples, pour Machu Picchu dont je parlerai tout à l'heure, etc. C'est quelque chose qui est décidé par l'empereur, par les élites, par l'État, si l'on veut. Donc ça vient de tout en haut. Et là, ça signifie que, eh bien, on va convoquer toute une partie des gens, des corvéables, pour travailler sur ces grands monuments, et notamment pour ce qui concerne la traction des pierres. Puisque là, avec des câbles en fibre végétale, et puis toute une série, des centaines de gens qui les tirent, eh bien, on va peu à peu faire se déplacer les blocs jusqu'à l'endroit où on désire les monter. Et ce que vous pouvez apercevoir, là, ce sont ces traces de frottement, justement, parce qu'on a des chenaux de halage qui sont aménagés, et c'est sur ces chenaux-là que l'on va traîner les pierres jusqu'au lieu de construction, ou les amener jusqu'à la barge, et puis de la barge les descendre, etc. Un petit peu comme ce que l'on connaît aussi du reste de la construction des grandes pyramides d'Égypte. Pour pouvoir monter les blocs au fur et à mesure que le mur lui-même s'élève, on utilise le système bien connu des rampes en terre, ou éventuellement en adobe, semble-t-il dans cette région plutôt en terre, voilà, le long desquels on va, là encore une fois, tirer les blocs, et puis on fait disparaître les rampes une fois que la construction est terminée, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans de très nombreuses civilisations, et les Incas ne font pas exception. Alors, la question de la taille et de l'ajustement, celle-là, elle a nécessité, en réalité, le recours à l'archéologie expérimentale et à des observations très fines sur des ruines et des bâtiments pas terminés, parce que voilà, les Espagnols sont arrivés, tous ces programmes de construction, c'était des programmes étatiques, ou en tout cas royaux pour la plupart, et pratiquement du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Donc c'est la raison pour laquelle on a ces pierres fatiguées qui ont été laissées sur le chemin, l'Ollantaytambo, avant que d'atteindre le temple, l'endroit où elles devaient être posées. Et donc, cette taille et cet ajustement, on a pu, grâce à ces observations, donc, notamment de structures non terminées, de structures en processus de restauration, conservation, etc., on a pu les reconstituer. Alors, comment ça se passe? En réalité, un mur Inca, bien sûr, on commence du bas vers le haut par diverses rangées qui ne sont pas nécessairement horizontales parce que ça dépend de la taille relative des pierres qui vont rentrer dans l'appareil constructif en question, mais on va laisser la partie supérieure à peu près non travaillée ou juste un petit peu. Et puis lorsque la rangée qui vient se poser sur celle inférieure arrive, là, on va adapter au fur et à mesure et sculpter au fur et à mesure la partie inférieure de la rangée qui vient se poser et la partie supérieure de la rangée qui sert d'assise. Et donc, c'est ainsi que peu à peu, on va placer les blocs les uns sur les autres. Et une fois ce patient travail terminé, on va utiliser un autre marteau, si l'on veut,
pour créer ces angles obtus, hein, et ainsi des formes d'incision en biseau comme ça, qui donnent cette illusion qu'elles sont parfaitement ajustées alors qu'elles le sont, bon, à peu près ce qu'il faut. Hein. À l'intérieur, c'est pas tout plat, hein. Il y a différents reliefs. Et bien entendu, on n'a plus accès du tout à tout ce que je viens de vous expliquer. Et le mur donne cet aspect phénoménalement terminé. Donc assez prodigieux. Ici, c'est mon collègue feu Jean-Pierre Protzen de l'Université de Californie qui, justement, il se trouve à Ollantaytambo. C'est un de ces sites qui n'a pas été terminé dans la vallée sacrée. Et là, vous voyez il s'est justement attaché à ce genre de choses. C'est-à-dire avec des outils de l'époque. Vous voyez qu'il tient un gros marteau, mais marteau en pierre, hein, dans les mains. Et bon, par des comparaisons avec marteau, burin, etc., il y a toute une série d'études qui ont été faites. Eh bien, il a pu, lui et d'autres, je pense à d'autres collègues, mais c'est surtout Protzen qui est connu pour ça, il a pu justement nous éclairer sur tout cet aspect technique des constructions Inca. Alors, il n'y a pas que des... À droite pour moi, comme ça? Ok, bon. Est-ce que la caméra me... Ah oui, la caméra est là. J'ai tendance à oublier la caméra. Et donc, il n'y a pas évidemment que du monumental, hein, parce que, par exemple, ici, on a ce qu'on appelle l'appareil cellulaire ou irrégulier. Là, on va tailler les pierres sur une seule face. Pour le coup, on va les associer à du mortier. Et puis ensuite, mais là, nous, on voit les ruines. On ne voit pas l'état dans lequel les Incas ont considéré que la construction était finie, puisque celle-ci était en fait enduite d'un mortier de terre, éventuellement peinte par la suite, et ce qui donnait un aspect lisse et complètement terminé. Au final, là, on se trouve sur l'île de la Lune, hein, sur le lac Titicaca, dans la partie bolivienne, où un grand Tacliahuasi, c'est un pensionnat de jeunes filles choisies, avait été construit par les Incas. Vous devinez aussi, hein, toutes les terrasses qui façonne le paysage alentour. C'est un site particulièrement beau que celui de l'île de la Lune, je trouve. L'appareil polygonal est évidemment le plus célèbre des Incas. Ici, on a un exemple, je reviendrai sur Sacsayhuaman après, du temple de Sacsayhuaman qui se trouve dans les hauteurs du Cusco. Appareil polygonal qui, comme son nom l'indique, eh bien, consiste en un ajustement, un assemblement comme ça, de pierres qui sont de formes diverses et qui s'ajustent parfaitement. Mais l'idée, si vous l'avez bien compris, c'est évidemment celle-ci, hein, c'est qu'on a affaire à une sorte de puzzle tridimensionnel dont on taille les pièces au fur et à mesure de façon à ce qu'elles s'agencent les unes avec les autres. C'est simple. C'est un peu de cette manière que l'on pourrait parler de l'architecture cyclopéenne, en tout cas Inca. Et puis vous avez un autre type d'appareil encore, qui est ce qu'on appelle le rectangulaire plat. Et là, si vous allez visiter le temple principal des Incas, Cusco, qui s'appelle le Coricancha, il y a diverses chapelles qui ont été depuis en partie préservées, mais surtout surmontées d'un couvent dominicain à l'époque coloniale ancienne. Et là, par la magie de Photoshop, j'ai fait disparaître le couvent pour nous montrer que les ruines Incas. Et là aussi, on a cet ajustement absolument parfait. Et pour le coup, les pierres, elles, sont parfaitement lisses et rectangulaires. À peu près de la même dimension, mais ça peut varier. Et on a une variation sur le même thème. Je vous ai montré déjà cette photo tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle l'appareil rectangulaire convexe, où on a aussi affaire à des petits blocs de pierre, c'est-à-dire des blocs de pierre qui peuvent être manipulés par un ou deux travailleurs, mais qui présentent un aspect non pas lisse ou plat, mais bombé, comme des coussins. Et donc voilà, ça, ce sont les différents appareils que les Incas ont utilisés. Alors on peut surtout les apprécier dans la vallée sacrée, parce que c'est là qu'il y a eu le plus grand investissement de la part des élites et de l'Inca, mais dans quelques grands sites très importants de l'Empire, on en trouve également. Ici, on est à Pachacamac, on est à des centaines de kilomètres du Cusco, mais les pierres viennent de cette région. Donc on a fait venir les pierres, les maçons, etc., pour pouvoir construire cette partie de la Tacliahuasi, parce que le site était spécialement important et que les Incas voulaient y laisser leur marque de cette façon.
À Cusco, ici, c'est une rue du Cusco. C'est un site, une ville vraiment assez extraordinaire, je trouve, parce que on est dans en tout cas, le centre de Cusco, les alentours de l'actuelle place d'Armes et ces quartiers-là, on est dans une stratigraphie à ciel ouvert. C'est-à-dire que lorsque les Espagnols sont arrivés, évidemment, bah, là, il y avait les temples, les palais des différents Incas, etc., dans toute leur hauteur. Ils en ont démoli une partie pour construire leurs propres résidences et autres édifices publics. Mais la partie inférieure était un peu trop pesante que pour être déplacée, et donc ils s'en sont servis comme assise. Donc, pratiquement dans toutes les rues aux alentours de la Grand Place, eh bien, vous pouvez voir ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a la partie inférieure qui est précolombienne, et puis celle au-dessus, elle est coloniale, et parfois il y a encore une partie moderne qui vient s'y ajouter. Donc c'est assez étonnant. C'est un voyage dans le temps, en fait, mais sans devoir creuser, pour le coup, pour une fois. Le Cusco, alors, à l'époque Inca, c'est une cité qui peut contenir entre 10 à 20 000 habitants et qui fait 150 à 200 hectares. Aujourd'hui, Cusco compte 500 000 habitants, elle fait plus de 100 km². Donc, évidemment, là, il y a la partie historique où tous les touristes vont, où tout le monde va, mais elle ne constitue qu'une partie, en fait, de ce qu'est devenue la ville de Cusco aujourd'hui. Et en ce qui regarde le cadastre archéologique, là, il y a eu plein de discussions, mais elles sont sur le point d'aboutir, entre les archéologues, puisque à cause du phénomène que je viens de vous décrire, c'est-à-dire de reconstruction au-dessus de ce qui existait, et parfois on a démoli, parfois pas, ça dépend, etc., on a des difficultés, évidemment, à pouvoir se figurer l'image, l'extension, les limites exactes du Cusco des Incas, avant l'intervention des Espagnols. Et pendant très longtemps, et vous trouverez encore ça dans beaucoup de bouquins, il y a eu une sorte de consensus qui s'est fait autour de l'idée que, et c'est ce qui est projeté en nombre là sur la photo aérienne du Cusco et représenté en plan à gauche, sur l'idée que le Cusco des Incas adoptait dans son dessin la silhouette d'un puma, la silhouette d'un félin, qui est un animal très important pour les Incas. Ça fait partie du blason des empereurs Incas, si l'on veut, pour faire court. Donc voilà, donc c'est peut-être quelque chose qu'on vous racontera encore, je ne sais pas. La partie supérieure, la tête du puma, celle qui se trouve ici, qui domine en fait le reste de la ville, c'est une grande colline. C'est là que se trouve le temple forteresse de Sacsayhuaman, sur lequel je vais venir juste après. Et il aurait constitué donc la tête de cette bestiole. En réalité, là, les recherches menées par mon collègue Alexei Vranich ne sont pas encore publiées, mais elles vont l'être, et ça démolit complètement cette idée. Ça n'a absolument pas la forme d'un puma, ça a une forme vaguement d'un cœur comme ça, mais on ne pense pas que ça corresponde à quoi que ce soit de signifiant pour le coup. Dans l'ex-tête du puma, si je puis dire, eh bien, on trouve ce temple forteresse de Sacsayhuaman. Ça n'a jamais été une forteresse en réalité. On l'appelle comme ça parce que, notamment, lors de l'ultime siège du Cusco, en 1535, les derniers résistants incas se sont battus contre les Espagnols, et ce temple leur a servi d'ultime bastion. Okay. Maintenant, les différentes enceintes en forme de zigzag comme ça sont très 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 connues et pourraient donner l'impression qu'on a affaire à des murailles, alors qu'en réalité on peut très facilement en faire le tour et il y a des entrées un peu partout. Donc au niveau défensif, on a déjà vu mieux, et il est clair que ce n'était pas destiné à servir à cela au départ. Sacsayhuaman est l'un des exemples les plus spectaculaires de l'architecture cyclopéenne inca. Puisque là, on a des blocs de plusieurs tonnes, voire davantage encore, qui ont été amenés sur le site et qui ont été montés, comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, avec ces différents angles caractéristiques et un peu déconcertants comme ça, qui ont permis l'assemblage que j'expliquais tout à l'heure, et qui ont ensuite été soigneusement biseautés comme ça, pour offrir l'apparence que l'on peut encore voir aujourd'hui. Donc on a de ces blocs vraiment gigantesques. Je ne connais pas ce monsieur, c'est une photo que j'ai trouvée, je ne connais pas ce monsieur. Mais enfin, il a l'avantage, ce touriste, de nous donner une idée,
par l'échelle qu'il constitue lui-même, de la taille de ces immenses blocs. Et je trouve que cette partie est justement assez évocatrice du système que j'expliquais tout à l'heure et qui consiste en réalité à adapter au fur et à mesure que l'on monte le mur, eh bien, les différentes rangées de pierres. Et si on a une très grosse pierre en dessous, ben voilà, les différentes rangées de pierres qui viennent s'y superposer et de les retailler en fonction les unes des autres, si je puis dire. Donc là, on a cet exemple assez éloquent, me semble-t-il, d'architecture monumentale inca à Sacsayhuaman. Alors, si vous passez par le Cusco, je ne connais pas le détail du voyage, mais j'imagine que vous passerez par Cusco. Il faut aller voir Sacsayhuaman. C'est vraiment un site extraordinaire que je vous recommande chaudement. Là, je vous montre qu'un quartier de ce temple, mais il y a une partie aussi creusée dans le rocher sous forme de labyrinthe. Il y a des bassins, etc. C'est un temple dédié à l'eau, en fait, au départ. Et ça vaut vraiment le coup. Ben oui. Je ne pouvais pas manquer, parlant des Incas et de l'architecture et de l'Empire, de vous passer d'oublier Machu Picchu, le vieux pic, et cette photo iconique qui en fait est entrée dans notre imaginaire collectif. C'est étonnant, c'est comme Stonehenge ou les pyramides de Gizeh avec le Sphinx. Je vous dis ça, on a la même image en tête, tous. Et c'est pareil pour Machu Picchu, particulièrement depuis ce point de vue où on peut voir le Huayna Picchu, puisque le Machu Picchu se développe en fait sur une crête rocheuse entre deux montagnes, ou en tout cas entre deux parties de la montagne spécialement haute, le Machu Picchu et le Huayna Picchu. Et vous voyez donc cette grande place et puis les différents bâtiments qui se trouvent autour, le tout dans un cadre particulièrement grandiose, spectaculaire, et qui n'a pas été choisi au hasard. Parce qu'en effet, et c'est ça aussi qu'il faut bien saisir, c'est que la planification des sites que les Incas construisent de A à Z, parce que selon les régions, ils vont aussi réoccuper des sites d'autres cultures qu'ils vont placer sous leur joug, etc. Mais lorsqu'ils construisent des sites de A à Z, et particulièrement dans la montagne, le choix du lieu ne répond pas seulement, comme je l'indique ici, à des considérations d'ordre pratique et logistique qui sont le lot de beaucoup de sites archéologiques dans le monde. On va aller construire au bord d'un fleuve parce que c'est une voie de communication, qu'on a de l'eau douce, à tel ou autre endroit parce que justement on peut avoir accès aux champs assez facilement, etc. Enfin bref, il y a toute une série de raisons vraiment très très concrètes qui font que l'on va choisir tel ou tel endroit pour implanter un site, une cité, etc. Pour les Incas, ça rentre en ligne de compte, mais il n'y a pas que ça, certainement pas que ça. Et en l'espèce, l'architecture Inca, et c'est spécialement flagrant dans la vallée sacrée, c'est une architecture que l'on peut qualifier de paysagiste. Par rapport à la conférence que j'ai donnée la fois passée ici, et où je parlais du concept de Waka, du concept de sacré, du fait que le paysage, pour les Incas, l'univers, est investi d'une force, le Kamai, qui peut s'incarner non seulement dans des êtres vivants, comme les hommes, mais également dans certains animaux, mais aussi, de façon plus surprenante, au niveau ontologique, au niveau de la façon dont on considère l'être et le monde, mais aussi dans des montagnes, dans des sources, des lacs, des rochers aux formes spécifiques, etc., qui, tout comme l'homme, participent d'un univers entier, complet, où l'homme n'est qu'un élément quelque part. Et donc, ces entités sacrées, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les sacrifices humains ont été faits notamment au sommet des hautes montagnes, parce qu'elles sont sacrées. Et justement, elles peuplent, si je puis dire, le paysage inca, notamment dans la vallée sacrée. Et c'est en fonction de cette nature-là que l'on va positionner les sites et agencer, voire développer les sites. Et ici, on en a un exemple avec une structure qui se trouve au centre de Machu Picchu, qu'on a appelé le Torreón, la grande tour. En fait, c'est un temple du soleil. Mais comme vous pouvez le constater, ce temple, avec l'architecture ici, la partie maçonnée, si je puis dire, en fait, s'inscrit dans le prolongement de la forme du rocher naturel. Prolonge en quelque sorte cette forme naturelle. Et la crevasse naturelle qui se trouvait à cet endroit a été agrandie, et on ne les voit pas bien, mais il y a des murs qui ont été construits à l'intérieur, des sortes de gradins, etc., par les Incas. Donc on a un entremêlement comme ça, assez constant en fait, de la partie que nous considérons naturelle et de l'autre
que l'on peut considérer comme culturelles, hein, celles que les Incas apportent avec leur architecture, mais cet entremêlement, il est voulu, il est pensé, conçu, voilà, par les Incas depuis le départ. C'est une façon, en fait, de s'intégrer, si l'on veut, ou d'intégrer l'architecture à cette nature, et qui diffère assez de l'espèce de, c'est ce que j'ai rapidement indiqué ici, hein, d'imposition de l'ordre humain sur la nature que l'on peut voir dans d'autres architectures. Par exemple, en Amérique, si vous allez au Guatemala ou au Mexique, vous verrez des pyramides aussi, ou Teotihuacan, ça dit peut-être quelque chose à l'une ou l'autre d'entre vous, mais enfin, là, on construit carrément des montagnes artificielles, hein, qui sont les pyramides, mais qui sont parfaitement orthogonales, parfaitement axées, etc. C'est vraiment une imposition comme ça de l'ordre humain sur la nature, tandis qu'ici, on a affaire à une intégration qui est totalement différente et qui est là, enfin, qui existe pour ces raisons ontologiques, à cause de la manière dont les Incas appréhendent le monde dont ils font partie, au même titre que d'autres éléments de ce monde. Et juste un petit mot au passage, c'est que quand vous visiterez Machu Picchu, qui est... ce site, c'est le kiff total, c'est génial. Et vous verrez qu'à bien des endroits, vous allez vous dire « Ah, cette fenêtre, elle donne sur la montagne, il y a une porte qui est alignée. Waouh, Machu Picchu, c'est super Instagrammable. Hein. C'est vraiment waouh, tout ce que vous voulez. » Et en fait, au-delà de l'œil exercé du photographe ou du talent de photographe de l'un ou de l'autre, c'est tout simplement parce que les Incas l'ont pensé comme ça. Ils l'ont conçu comme ça. Beaucoup de ces ouvertures, de ces fenêtres, etc., sont justement dirigées vers telle ou telle partie du paysage que ces fenêtres ou ces portes, ces accès, ces entrées, etc., mettent en évidence justement, hein, parce que c'est une façon aussi pour les Incas de marquer leur dévotion par rapport à cette partie, à ces wakas qui les entourent. Vue aérienne du site de Machu Picchu, avec donc... alors, si vous visitez le site, vous allez arriver sans doute par là, avec l'immonde hôtel qui s'y trouve et qu'ils ont mis un toit vert, mais quand même, ça ne le fait pas. Mais bon, peu importe, là, il y a tous les petits bus hein, qui, depuis le village du Far West, là, de Aguascalientes, permettent de gagner la partie supérieure de la montagne, hein, puisqu'elle est cachée, en fait, depuis le bas. Hein, on ne la voit pas, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été découverte avant 1911. Et puis de là, on a deux quartiers principaux à Machu Picchu, la partie des terrasses agricoles, et puis la partie résidentielle ici, avec la Grande Place, les quartiers des nobles, le palais de l'Inca, je vais y venir, et puis le quartier des temples. Et puis il y a toutes ces terrasses agricoles tout autour, et il n'y en a qu'une partie qui a été dégagée. Hein, en fait, il faut imaginer que dans la plus grande partie du paysage alentour, vous avez des terrasses, simplement elles n'ont pas été dégagées, elles n'ont pas été restaurées. Alors sur cette autre photo, voilà, prise d'un peu plus près, et une photo un peu plus récente, voilà, ça c'est le palais de l'Inca. Hein, donc entre cette partie agricole et la partie de la résidence, eh bien, on a ce grand fossé, et au centre, littéralement, se trouve la maison de l'Inca, que l'on distingue du reste, notamment par le soin particulièrement grand qui a été apporté à l'architecture, et les blocs gigantesques qui composent les murs de cette résidence, avec donc, comme je le disais tout à l'heure, la partie des résidences de nobles. Il faut garder à l'esprit que Machu Picchu, comme les autres sites, ce qu'on appelle les domaines royaux dans la vallée sacrée, n'était occupé que quelques semaines ou tout au plus 2 mois par an. Ce sont des palais de campagne en réalité, et qui ont été construits sous l'égide de tel ou tel empereur, et qui, à la mort de cet empereur, revenaient à sa famille. Et donc, Machu Picchu ne fait pas exception. On a calculé que quand l'empereur venait avec sa suite, sa cour, etc., ça pouvait abriter quelques centaines de personnes. Et le reste du temps, le site était entretenu par des domestiques, etc., par des paysans qui étaient au service de l'Inca, et dont d'ailleurs on a retrouvé les corps, parce que c'est eux qui ont été enterrés à Machu Picchu. Il y a toute une série, ça ne peut pas se visiter, mais enfin il y a toute une série de grottes d'anfractuosité, etc., dans lesquelles, depuis l'époque de Bingham d'ailleurs, on a retrouvé des
tombes avec du matériel, inca en l'occurrence bien sûr, et qui correspondent à ces domestiques, donc des gens qui vivaient là à l'année, tandis que l'inca, lui, n'y venait que de temps à autre pour s'éloigner un petit peu, on l'imagine en tout cas, des problèmes de la cour au Cusco et des intrigues nombreuses qui s'y fomentaient. Donc là, c'est le palais de l'Inca, quartier des nobles, et puis là, c'est le quartier des temples. Et je vais plus particulièrement m'intéresser d'abord à celui-ci, le fameux temple aux 3 fenêtres. Et si vous visitez le site, vous allez passer par là, et puis ça, c'est la partie de la carrière, ou ce qui reste en tout cas. Et les Incas, délibérément, laissent aussi des rochers en place dans leur site. Ils auraient très bien pu les araser comme le reste, parce qu'il y a un énorme travail d'ingénierie préliminaire à Machu Picchu, c'est admirable, pour constituer des plateaux avec différentes couches qui permettent de drainer l'eau, etc. C'est un miracle d'ingénierie, Machu Picchu, avant que d'être un miracle d'architecture, en quelque sorte. Et donc là, dans ce quartier des temples, ici c'est vu en contrebas depuis la place, vous avez notamment celui que l'on appelle le temple aux 3 fenêtres, pour des raisons évidentes, et qui, comme vous le voyez, présente aussi cette architecture polygonale caractéristique, où là, même la partie inférieure des niches, etc., tout ça est sculpté, agencé de façon extrêmement savante. Un temple qui, pense-t-on, est un temple dynastique, c'est-à-dire qu'il ferait référence, ça c'est un dessin du XVIIe siècle, extrait d'une chronique espagnole, il fait référence à un endroit mythique, la caverne de Tambo Toco, de laquelle seraient issus les premiers Incas, c'est-à-dire les fondateurs de la dynastie. Ils venaient de 3 cavernes, etc. Et là, on voit l'Inca et la Coya, l'impératrice, en train de présenter leur dévotion, si je puis dire, par rapport à cet endroit mythique. C'est ce qui est résumé un peu dans cette image. Dans ce quartier des temples, donc la partie supérieure de l'image que je vous ai montré tout à l'heure, on a également ce que l'on appelle le temple principal, tout simplement parce que c'est le plus grand. Ça reste néanmoins assez petit. Machu Picchu, c'est pas énorme. Et là, vous voyez qu'il y a une partie de l'architecture qui est déphasée. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Sur les premières photos du site en 1911, celle de Bingham, on observe déjà ce déphasage. Donc moi, je mets ce bobby comme ça devant la maestria des ingénieurs Incas, mais à des moments, bon, voilà, peut-être que ça ne l'a pas fait complètement ou qu'il y a eu un tremblement de terre par la suite particulièrement important qui a causé cela. Et bon, voilà, le temple en tout cas est resté en l'état. Et on peut par la suite grimper là, hop. Vous voyez, mon temple déphasé, le temple principal, il est ici. Et puis, on emprunte tous ces escaliers pour aller dans une partie dominante du site. C'est extrêmement ludique de visiter Machu Picchu, même si on ne connaît rien du tout à l'architecture Inca, parce qu'à bien des moments, vous arrivez comme ça au bord de l'escalier, puis vous pensez que vous allez tomber dans le vide. En fait, non, il y a une terrasse en dessous. Je vous l'ai spoilé, là, je suis désolé. Mais voilà. Et donc, on est sans arrêt surpris devant la magnificence du paysage et par cette impression comme ça, très, très prenante lorsque l'on visite le site. Moi, j'ai vu plein de sites archéologiques dans ma vie et ça reste mon préféré. Et donc là, une fois qu'on a emprunté tous ces escaliers, eh bien, en tout cas avant, je dis avant parce que la dernière fois que je suis allé à Machu Picchu, c'était il y a 2 ans et demi. Et là, bon, moi j'étais avec des archéologues, une équipe de télé, tout ça, donc j'ai pu aller jusque-là, mais les touristes ne pouvaient plus atteindre cette partie supérieure avec la fameuse Intihuatana, la pierre qui accroche le soleil. C'est une dénomination moderne. En fait, on ne sait pas trop à quoi sert cette pierre, si on veut. En réalité, on y a vu, d'abord, certains ont voulu y voir une sorte de gnomon, de cadran solaire, mais en fait, la partie verticale est beaucoup trop épaisse que pour désigner quoi que ce soit de précis, et de toute façon, il n'y a pas de ligne ou de signe ou de quoi que ce soit qui permettrait justement de pouvoir déterminer par la position de l'ombre quelle heure il est ou que sais-je. Donc ça ne fonctionne pas. D'aucuns ont voulu y voir aussi une pierre sacrificielle, mais là, bon, c'est un peu un fantasme aztèque ou maya, parce que les Incas ne sacrifiaient pas du tout de cette façon, donc ça ne tient pas la route. En fait, c'est parce qu'on est toujours obsédé par l'idée de trouver une fonction utilitaire à ce genre de truc. Alors qu'en réalité, pour les Incas, et dans la conception du paysage, de l'univers qu'ils se font,
on a façonné ce rocher existant de cette façon-là, on dirait presque du land art comme ça, hein, une sorte de cubisme sur in situ. Mais c'est en rapport avec l'entité sacrée ou autre qui, pour eux, habitait cet endroit, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et il ne faut pas nécessairement y trouver davantage d'explications. Celle-là est déjà assez ésotérique, je trouve, mais enfin, elle a le mérite en tout cas de rencontrer ce que l'on croit savoir de la façon dont les Incas pensent ce type de choses. Et des monuments comme celui-là, ou des sculptures comme celle-là, ce n'est pas la seule, hein. Vous en avez une douzaine à Machu Picchu, à différents endroits, qui parfois renvoient comme un écho, comme ça, par leur forme, celle des montagnes qui se trouvent au loin, etc. C'est assez fascinant. Et vertigineux. Ah ouais, là, il y a certains endroits au Machu Picchu, si vous allez au Huayna Picchu ou quoi, là, il faut vraiment être bien accroché parce que ça peut donner le vertige. Ici, c'est un des ponts sur un chemin qui mène vers le Huayna Picchu qui permet de dominer le site. Et cet aspect vertigineux, on le retrouve également ailleurs, hein, dans des sites peut-être moins connus, encore en tout cas moins connus pour le moment, comme Choquequirao. Là, on est dans la vallée de l'Apurimac, c'est une vallée voisine de celle de la vallée sacrée, où vous avez ce site extraordinaire qui lui aussi est construit pratiquement au sommet d'une montagne, sur un éperon rocheux comme ça, et qui domine le fleuve de plus de 1500 mètres. Il y a l'Apurimac qui coule là tout en dessous, je vais vous montrer une photo juste après, avec ces terrasses qui, une fois encore, façonnent littéralement un des flancs du site et dont les murs de soutènement sont constitués de pierres. Là, c'est encore un appareil différent, très, très particulier. D'ailleurs, Choquequirao, c'est un site un peu unique en son genre. Une mosaïque, donc, avec des pierres. Et les pierres blanches, comme vous pouvez le deviner, représentent des lamas. C'est une caravane de lamas qui est en train de monter comme ça sur le flanc de la montagne. Flanc de la montagne qui, comme je le disais, est tout à fait vertigineux. Ça, c'est une photo que j'ai prise depuis l'une de ces terrasses, regardant vers le cours du fleuve, là, dans le bas. Alors, au cas où, j'ai été conseiller scientifique et présentateur d'une série qui s'appelle Enquête archéologique, épisode que vous pourrez retrouver sur le web, c'est repassé cet été aussi sur Arte, ça s'appelle La géographie sacrée des Incas, et je l'ai fait justement dans ce site, avec mon ami Thibaut Saintenoy, qui est l'archéologue qui travaille là-bas, qui est en ce moment, d'ailleurs, il fait du lidar pour l'instant à Choquequirao. Il y est arrivé hier soir. Et donc bref, on a ce périple, on peut le dire. Il faut 3 jours, en fait, pour descendre jusqu'au fond de l'Apurimac et puis remonter jusqu'au site. Voilà. Sauf que un téléphérique est en cours de construction. Donc, c'est pas le seul. Si vous allez à Chachapoyas, dans les Andes du nord du Pérou, etc., il y a déjà un téléphérique aussi. Donc, évidemment, c'est destiné à encourager le tourisme, disons, au-delà des trekkers et autres. Voilà. C'est bien, je peux comprendre et tout, mais j'avais l'habitude de présenter Choquequirao comme le Machu Picchu sans les touristes. Voilà, ce ne sera plus tout à fait ça, à mon avis. Les Incas ont ainsi sculpté le paysage de diverses manières, à plein d'endroits. Ça, c'est Samaipata, en Bolivie, sur le versant amazonien des Andes, où c'est carrément toute une montagne, sur des centaines de mètres carrés, qui a été ainsi sculptée. Vous avez aussi des sièges, des niches, enfin, il y a plein de choses, c'est tout à fait étonnant. Et on trouve cette belle architecture et cette appropriation, ou en tout cas cette intégration du paysage dans les différents coins de leur empire. Ici, par exemple, à Ingapirca, en Équateur, magnifique temple du soleil. Les temples du soleil incas se reconnaissent parce qu'ils ont en général une partie de leur dessin qui est courbe, comme le Coricancha au Cusco ou celui que je vous ai montré à Machu Picchu, ou ici encore à Ingapirca. On comptait à peu près une vingtaine de temples du soleil dans l'Empire. Et tous ces coins-là, toutes ces différentes parties,
évidemment, devaient être reliées les unes aux autres, et ce n'est pas le moindre prodige des Incas que d'avoir justement assuré cette communication par un réseau routier qu'on appelle en quechua le Capacñan, ce qui signifie la voie royale, le chemin royal. Alors, estimé à environ 40 000 kilomètres dans l'ensemble de l'Empire, avec peut-être certaines parties qui ont réutilisé des routes, on va dire ça par facilité, qui avaient été constituées par d'autres civilisations mais précédentes, mais une bonne partie en fait est, semble-t-il, inca, et ça varie d'un paysage à l'autre, parce que bon, les Andes, c'est très, très contrasté. Il n'y a pas que la montagne, il y a plein de régions différentes. Et en fonction, justement, de ces différentes régions, eh bien, les Incas ont adapté leur réseau routier. Parce que l'Empire, même si on ne connaît pas ses limites exactes encore, on ne sait pas exactement jusqu'où les Incas sont allés vers l'Est, en Amazonie notamment, mais enfin, on estime qu'ils faisaient à peu près 1,5 million de kilomètres carrés. Donc ça, c'est une capture d'écran, c'est pour ça que je suis désolé, la définition n'est pas très bonne. Mais enfin, vous aurez reconnu l'Europe, l'Espagne, l'Angleterre, la Méditerranée est ici. Et ça, c'est une projection en taille réelle de l'Empire Inca. Donc depuis le sud de l'Angleterre jusqu'à la péninsule arabique. Vous voyez, donc c'est pour vous donner une idée des distances considérables qui étaient le lot des Incas. Et c'est justement pour faciliter les communications que les Incas ont développé ce grand réseau routier sur lequel, en fait, circulaient, par exemple, les troupes en marche, puisque l'Empire est en expansion permanente. Donc, il y a des armées qui circulent là, avec des relais, etc. Tout le monde se déplaçait, pour rappel, à pied. Il n'y a aucun animal que vous puissiez monter dans les Andes. On ne peut pas monter un lama ou un alpaga. Voilà. Il n'y a pas de chariot et tout, comme je pense l'avoir dit. Donc tout se faisait à pied ou éventuellement avec des caravanes de lamas qui portaient des charges. Un peu à l'instar des caravanes de dromadaires, c'est aussi des camélidés dans le Sahara ou ailleurs. Et cette céramique illustre un petit peu ça. Vous voyez un personnage qui porte le type de vase que je vous ai montré tout au début, un aribal, avec les 2 anses qui servent à le porter. Et dans certaines régions, ça c'est en Bolivie, la route peut prendre des formes diverses, mais elle existe encore par tronçons entiers. Dans certaines régions, parfois aussi encore entretenue par une partie des populations qui l'utilisent donc pour se déplacer. Cette dame-là avec son fagot de bois et ses ânes ou ses mules, je n'ai jamais su faire la différence. Donc voilà. Et en fonction des régions de l'Empire, ici on est sur le versant amazonien, évidemment, on est dans la forêt, dans la jungle assez dense, ou bien dans les parties du désert, ici en dessous, comme vous l'avez au Chili, du côté de l'Atacama. Là, c'est pris dans la région d'Arequipa, celle-là, elle est prise dans la région de Colca. Le chemin Inca peut prendre des formes différentes, mais il est à chaque fois adapté au paysage. Dans certaines régions un peu marécageuses, les routes sont surélevées, par exemple. Ou si vous descendez dans la vallée de Santa, là, il y a carrément des tunnels qui ont été percés à travers la montagne. Donc, là aussi, c'est un travail d'ingénierie tout à fait fabuleux que l'on redécouvre peu à peu. Et une partie, d'ailleurs, de ce Capacñan, une partie de ces 40 000 minimum kilomètres, a été classée au patrimoine de l'UNESCO. Il y a 1400 kilomètres qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Et il y a un projet qui existe depuis le début de ce siècle, à l'initiative des archéologues péruviens, mais qui regroupe en fait les différents pays qui sont partis de l'ex-empire Inca, donc l'Équateur, la Bolivie, l'Argentine, le Chili, le Pérou. Il y a également une petite partie dans le sud de la Colombie, et qui ont formé ce projet Capacñan qui se dédie exclusivement à l'étude de ce réseau routier et des sites qui se trouvent tout le long, dont le site où moi je travaille, Pachacamac, qui pour cette raison est aussi classé UNESCO. Vous voyez, avec vraiment des endroits tout à fait vertigineux, une fois encore. Les Incas, c'est des montagnards, ça ne leur fait pas peur. Et même lorsqu'ils s'aventurent dans les vallées côtières plus basses, le Capacñan, le chemin, il ne se trouve pas au niveau du fleuve, il se trouve en hauteur. C'est assez diagnostique, en fait. J'étais au Pérou là, au mois de juin, et donc j'ai parcouru une partie de ce Capacñan dans les vallées chaudes, dans les vallées de la côte pacifique, dans la vallée du Lourine en l'occurrence, et on remarque ça très bien. Il y avait des ponts aussi.
Il y a toute une étude qui a été faite sur les ponts. Évidemment, en fibres végétales, en bois, etc., mais que les Espagnols ont pu utiliser encore pendant un certain temps au début de la conquête. Tout cela, évidemment, nécessitait non seulement une main-d'œuvre pour être construit, mais aussi pour être entretenu. Hein. Donc là aussi, ça donne une idée de l'extraordinaire efficacité de l'administration Inca en matière de gestion des ressources humaines. Et jusqu'à, comme je vous le disais tout à l'heure, un autre temple du soleil, hein, qui se trouve à Pachacamac, au bord de l'océan Pacifique. Là aussi, le Capacnian passe. Bien, et voilà, tout ça fonctionnait à peu près bien, pense-t-on, jusqu'au moment fatal, hein, c'est-à-dire la fin 1532. Alors, les Espagnols, menés par Francisco Pizarro, ils ne sont pas nombreux, ils débarquent à Tumbes, ce qui est dans le nord du Pérou, extrême sud de l'Équateur aujourd'hui. Et ils arrivent, comme je le disais rapidement tout à l'heure, à un moment un peu délicat que traverse alors l'Empire Inca, puisque on est dans un contexte de guerre civile entre deux prétendants au trône, deux demi-frères fils de l'empereur défunt, Atahualpa, qui à ce moment-là est en Équateur, et Huáscar, qui lui résidait au Cusco. Atahualpa était sur le point de l'emporter, semble-t-il. Et puis les Espagnols débarqués ont pris contact avec lui et l'ont attiré dans une souricière où bientôt ils se sont emparés de sa personne. Et c'est ce que ce tableau de l'époque romantique illustre. Hein. C'est Atahualpa capturé par les conquistadors et par, bien entendu... les prêtres catholiques qui les accompagnent. Atahualpa qui, hélas, bien qu'il eût rassemblé la fabuleuse rançon que les Espagnols lui ont demandé, à savoir remplir 2 pièces entières, enfin 2 maisons entières en fait, de Masma, d'or et d'argent. Hein, et donc on a fait récolter tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais il a quand même été exécuté. Voilà. Et donc là, on se retrouve du côté de 1533. En 1535, en fait, l'Empire en tant que tel est totalement démantelé. C'est le pouvoir colonial qui va s'installer. Il restera une poche de résistance du côté de Vilcabamba. C'est encore plus loin que Machu Picchu, mais plus vers l'Amazonie. Et celui-là va connaître une sorte de vie de cour en miniature. Hein. On l'appelle parfois l'Empire néo-inca, mais c'est réduit à une peau de chagrin. Et il finira par tomber sous les assauts espagnols en 1572, fin de l'histoire pour l'Empire Inca. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et donc, je me tiens évidemment à disposition pour tenter de répondre aux questions que vous pourriez éventuellement vous poser, non sans avoir préalablement passé une page publicitaire, puisqu'à mon avis, beaucoup des questions que vous pourriez vous poser se trouvent dans mon bouquin, qui est sorti fin de l'année dernière et qui est en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup.